j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude et que vous avez passé un bon mois d'octobre puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois d'octobre. Ce mois-ci, comme le mois dernier, j'ai beaucoup lu. La lecture, c'est genre l'échappatoire de ma vie, tu vois. Je rentre chez moi le soir, bim, je plonge dans un bouquin parce que sinon je... Bref, j'ai beaucoup lu puisque j'ai lu 22 livres au mois d'octobre. Vous me connaissez maintenant un petit peu, vous savez que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Du coup, je vais commencer tout de suite parce que je voudrais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, refaire des petits résumés, tout ça, vous connaissez. Donc, let's go pour pas perdre de temps. Le premier livre que j'ai fini au mois d'octobre, je l'avais un peu commencé en septembre, du coup je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mon précédent bilan, mais c'est pas grave, j'en remets une couche. Il s'agit de Out of the Blue de Jason Jones, c'est donc un livre en anglais que j'ai beaucoup aimé. Objectivement il se passe pas grand chose, c'est assez lent, mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance. C'est l'histoire de Sean qui au début du roman, excusez-moi de le dire, mais se fait plaquer comme une merde par son petit copain. Et c'est l'histoire de Crest qui est une sirène qui doit effectuer un rite de passage puisque à l'âge de 16 ans, les sirènes, pour remercier l'océan qui les a accueillis, doivent sortir de l'océan, aller sur Terre et aider un être humain comme l'océan les a aidés eux. Vous avez compris le deal, il doit faire une bonne action désintéressée et il va tomber sur Sean, il va décider de l'aider à reconquérir son ex. Donc c'est un petit peu fake dating. Mais comme dans tous les fake dating, ça va pas tout à fait se passer comme ça, en tout cas ça va pas être aussi simple que prévu. C'était une très jolie histoire, si vous aimez la romance, si vous aimez les sirènes, si vous aimez les personnages attachants et les messages qui sont pleins de bienveillance, foncez. Après ça, et dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Addictive, j'ai pu lire La vie en vrai, le dernier roman d'Emma Green. En plus, regardez, je l'ai reçu... Attendez, excusez-moi. Dédicacé. Waouh. Je fais trop mal le bruitage. J'espère que j'étais bien cadrée au moins sur le... Bref, il est dédicacé. La vie en vrai, c'est l'histoire de Louve qui, à 17 ans, vit une scolarité un peu compliquée puisque depuis qu'elle a déménagé aux États-Unis avec ses parents, elle n'arrive pas à s'intégrer. Elle est même harcelée par une bande de lycéens qui se croient au-dessus de tout. On les appelle les royales, carrément, tu vois, c'est genre... Tu sais, j'arrive même plus à siffler. C'est de pire en pire. En gros, elle est le bouc émissaire et pendant une soirée, ça va dégénérer. Elle va faire une tentative de suicide. Je vous spoile pas, c'est vraiment le premier chapitre. Elle va s'en sortir et à partir de là, elle va décider de plus se laisser marcher sur les pieds. Elle va se rebeller, elle va montrer qu'elle a le droit d'être là, qu'elle a le droit d'exister. Que les autres, c'est des gros... Je vais pas le dire parce que voilà, mais on se sait. Et notamment dans le groupe des Royals, il y a Lazare qui lui semble être un peu différent, mais en même temps c'est quand même un gros... Le mot que j'ai pas envie de dire mais qu'on pense tous très fort. Un peu malgré eux et contre toute attente, ils vont se rapprocher et voilà, je vous en dis pas plus. Au début j'étais un peu inquiète en voyant le thème parce que je me suis dit ça va être dur, ça va être difficile à aborder. J'avais peur que les messages soient un peu flous sur certaines choses et en fait j'ai trouvé ça très beau parce que c'est un magnifique message de résilience, de courage, de détermination, d'acceptation. C'est très beau, c'est une jolie romance, c'est une belle histoire, c'est un beau roman et c'est comme toujours signé Emma Green. Après ça, j'ai voulu commencer à me mettre un peu dans le mood automnal avec une lecture que j'attendais avec trop d'impatience. Il s'agit de L'école de minuit de Maëlle Dessart qui est sortie au début du mois du coup aux éditions Rajo. Pépite, parce que vous savez, j'adore cette autrice. J'ai adoré, c'est l'histoire de Siméon qui fait son entrée dans une école spéciale pour les vampires, les créatures surnaturelles. Sauf que lui, il est mi-humain, mi-vampire, il a du mal à s'intégrer parce qu'il est pas très bien dans sa peau. Il va quand même se faire des amis et en fait, il va se rendre compte que certaines personnes disparaissent dans l'école. Et que c'est pas normal. Et que ça sent même pas très bon tout ça. Du coup, avec ses nouveaux amis, il va mener l'enquête. C'est bourré d'humour, c'est bourré de rebondissements, c'est très bien écrit. C'est un univers qui est vraiment original et que j'ai hâte de retrouver dans la suite des aventures de Siméon parce que je pense qu'il peut être vraiment cool. Donc encore une fois, c'est parfait pour l'automne. C'était parfait pour Halloween, je sais que cette vidéo sortira après. Tant pis, rien ne vous empêche de vous mettre quand même dans le mood pour l'école de minuit. Ensuite, j'ai enchaîné avec Une armée à moi seule qui m'avait été envoyée par les éditions 404. C'était un roman hyper original. C'est l'histoire de Cléo qui a une vie, alors j'allais dire normale, mais c'est pas tout à fait exact. Elle a des petits soucis, la Cléo, mais bref, elle essaye de vivre une vie plutôt normale. Et un soir, elle rentre d'un babysitting, tranquille et tout. Bim, elle se fait courser par un psychopathe. Bim, elle se fait renverser par une voiture. Bim, elle meurt. Bim, elle revit. What the fuck? Excusez-moi, mais what the fuck? Et c'est pas fini. Suite à ça, elle rencontre des personnes, 3 en l'occurrence, qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais à différents âges. Genre, elle se voit, elle, petite, elle se voit, elle, à 40 ans, et elle se voit, elle, à 70 balais. Là, elle comprend plus rien, la Cléo. Du coup, elle va quand même suivre ces personnes, en apprendre beaucoup plus sur ses origines, sur les dons qu'elle peut avoir, sur un gros complot qui pourrait un petit peu bouleverser tout le monde.
C'est hyper original, c'est très bien écrit, c'est un mélange de mythologie, de folklore, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a beaucoup d'humour aussi dans le style d'écriture. Franchement, très bonne surprise et en plus, la couverture est sublime. Ça joue, on va pas se le cacher. Ensuite, j'ai lu Entre les lignes qui m'a été envoyé par les éditions Hachette Heroes. C'est dans la même collection que Après minuit dont je vous avais peut-être déjà parlé. Je me souviens pas, je pense que de toute façon je vous ai parlé de celui-ci dans mon book haul du mois dernier. C'est une réécriture des contes Disney, donc le premier Après minuit c'était réécriture de Cendrillon version moderne, et là c'est réécriture de La Belle et la Bête, toujours version moderne, donc en fait on est dans notre monde, à nos années on va dire. Et là on suit Izzy qui travaille dans une maison d'édition, elle adore son taf mais depuis quelques années elle stagne un petit peu, elle n'arrive pas à avoir d'autres responsabilités, elle perd un petit peu la flamme alors qu'elle est passionnée de livres. Et elle va être envoyée par sa responsable auprès de Bo Towers, qui est une star internationale qui doit écrire son autobiographie et qui bloque totalement dessus depuis quelques années. Donc, Izzy a pour mission d'aller le voir, de lui mettre un peu la pression, de l'aider si possible, mais surtout de faire en sorte qu'il rende son manuscrit pour que la maison d'édition puisse s'en mettre plein les fouilles avec son témoignage. Parce que Bo, c'est pas la star internationale vanille, gentille, toute douce, tu vois. C'est le mec qui a fait des scandales, c'est le mec qui a la réputation un peu sulfureuse. Bref, Izzy va faire sa connaissance. Réécriture de La Belle et la Bête, comme je vous disais, donc au début ça va pas très bien se passer puisqu'il est pas hyper accueillant. Et puis au fil des pages, ils vont s'apprivoiser. C'est une très jolie histoire, j'ai trouvé que c'était une bonne réécriture puisqu'on retrouve bien les codes, ce qu'on attend en fait de La Belle et la Bête, sans que ce soit un copier-coller, donc ça reste une lecture originale qui sait nous surprendre. C'est très joli, les personnages sont vraiment cool, donc vraiment très bonne lecture. Et du coup j'ai hâte de savoir ce que sera le prochain puisqu'on a eu Cendrillon, on a eu La Belle et la Bête. Trop hâte de voir la suite. C'est vraiment une collection que je vous recommande, ça s'appelle Modern Princess. Et c'est top. Ensuite, j'ai lu une petite BD qui s'appelle Anna et l'Entremonde. J'ai craqué sur les dessins, je la trouve trop jolie. Et l'histoire a su me surprendre parce qu'en fait, c'est l'histoire de Anna en 1400 et quelques, enfin, au moment où Christophe Colomb est parti explorer l'Amérique. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, parce qu'il était pas du tout en volant, le gars, puisqu'il était plutôt en mode. Il était pas à la nage non plus, mais. Il était pas à la rame non plus, mais vous avez compris quoi! Elle embarque sur un bateau pour découvrir le nouveau continent. Il y a un naufrage, il y a plein de choses qui se passent et en fait elle est projetée dans un autre monde. Elle se rend compte qu'il y a des mondes superposés. Je vous en dis pas plus parce que bon, la BD est pas très longue donc je veux pas non plus tout vous révéler, mais c'est hyper original, ça mêle aventure, un petit peu de magie, des personnages qui sont vraiment cool et les dessins sont vraiment trop jolis. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait de la BD. C'est un premier tome donc j'ai hâte de voir la suite puisqu'on finit sur The Petit Cliffhanger, bien évidemment. Et puis j'ai lu un livre que j'attendais avec impatience, c'était le nouveau livre de Tamsin Winter qui est sorti aux éditions Slalom et qui s'appelle Girl in Real Life. Je l'attendais avec impatience parce que j'avais déjà lu le premier roman de l'autrice traduit chez Slalom qui s'appelait Jemima Small, je crois. Cervelle de poisson rouge. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier de l'autrice, donc j'avais hâte de retrouver son style dans celui-ci. J'ai un petit peu moins accroché, mais ça reste un roman hyper cool et très intéressant puisque ça raconte l'histoire de Eva qui a 14 ou 13, je sais plus quel âge elle a, enfin 13 ou 14 ans, est déjà une star YouTube internationale puisqu'en fait, avant même sa naissance, ses parents ont ouvert une chaîne YouTube et ont partagé tous les détails de leur vie. La grossesse, puis la naissance, puis les premiers pas d'Eva, ses anniversaires, etc. Ça peut paraître assez cool puisqu'en fait c'est ce qui fait vivre sa famille, elle reçoit plein de cadeaux, des marques, elle a des partenariats de ouf, etc. Sauf que Eva a 12-13 ans, elle a pas trop envie en fait que sa vie soit affichée sur les réseaux sociaux, elle se rend compte que ça brouille un petit peu les codes entre elle et sa famille, ça lui pose plein de problèmes à l'école, les gens se moquent d'elle, enfin bref, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et du coup elle va décider de se rebeller un petit peu, elle va mettre au point un plan de génie ou pas pour que ses parents cessent de filmer l'entièreté de sa vie. C'était assez jeunesse, je m'attendais pas à ce que ce soit traité de cette manière, mais par contre les thèmes sont hyper intéressants puisque à l'ère où tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux, comme par exemple une meuf qui raconte absolument tout ce qu'elle lit sur YouTube, je trouve que c'est quand même intéressant de poser cette question de est-ce qu'on peut tout faire, est-ce que tout est pertinent à poster, est-ce qu'on est sûr que tout le monde est consentant, enfin vous voyez c'est plein de sujets qui sont vraiment d'actualité et que j'ai trouvé très intéressants et c'est encore plus intéressant de les aborder dans un roman qui s'adresse quand même à un public plus jeune, alors ado ou voilà à partir de 11-12 ans je dirais. Franchement, je trouve que ça peut faire réfléchir, c'est très intéressant, c'était une chouette lecture. On enchaîne. Après, j'ai lu quelques BD, j'ai lu A Short Story qui m'avait été envoyée par les éditions Rue de Sèvres. C'était une BD, alors très belle, elle était très bien faite, qui raconte l'histoire vraie en fait d'un meurtre aux États-Unis. L'affaire du Dahlia Noir. Alors moi je connaissais deux noms, mais je ne connaissais pas tous les détails de l'histoire. C'est très glauque. C'est l'histoire d'une jeune femme en fait qu'on a retrouvée démembrée, genre vraiment coupée en deux. Donc pas démembrée du coup, mais juste coupée en deux. Démembrée c'est quand on t'arrache les membres, Marie. Bref, en tout cas, dans tous les cas, c'est pas beau à voir.
Et la BD retrace les derniers mois avant son meurtre, donc ce qu'elle a pu faire, les personnes qu'elle a pu croiser qui potentiellement pourraient être suspectes, qu'aurait pu la... Tu comprends? C'est hyper documenté puisque à la fin de la BD, il y a quand même un bon dossier qui montre que on a étudié les coupures de presse, on a étudié les dossiers de la police, etc. C'était assez dark, même dans l'ambiance, dans les dessins et tout, c'était assez sombre, mais c'était une BD intéressante. Si vous aimez un peu les enquêtes, les choses comme ça, mais inspirées de la réalité, je pense que ça pourrait vous plaire. Et encore une fois, pour moi, c'est bien le mood automnal, où tu sais, il fait froid, il fait un peu sombre et t'es pas rassuré, mais tu continues à te faire peur en regardant des trucs qui font peur. Toc toc là-dedans, Marie, et moi je sais que j'ai peur pour rien en plus. Ensuite, j'ai lu la BD Et puis fuck, on n'a qu'une vie. C'est par les mêmes autrices que celle qui a dit fuck. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a toujours du fuck dans leur histoire. Et c'était une BD qui était plutôt cool, puisqu'en fait, ça parle d'une jeune femme qui a une vie heureuse, classique. Et en fait, un jour, elle se rend compte que ça ne lui suffit pas. Donc, elle plaque pas tout, mais elle prend un van, elle laisse sa famille en leur disant coucou, et elle va faire un petit road trip. Et franchement, c'est plein de jolis sentiments, c'est plein de beaux messages. J'ai trouvé ça plutôt cool. Après, ça va pas révolutionner ma vie, tu vois. Genre, j'allais dire, j'ai pas tout plaqué pour prendre un van, mais en même temps, j'ai pas le permis, donc le van, il irait pas loin, laissez-moi vous le dire. Mais en tout cas, c'est une BD dans la veine un peu de développement personnel. Je sais que ça marche bien en ce moment, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça parle, donc je vous la recommande parce qu'elle est plutôt chouette. Ensuite, j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 10, un manga que j'adore. Toujours aussi fan des dessins, évidemment. Toujours aussi fan de l'ambiance. Après, je vous avoue qu'au bout du 10e tome, je commence alors pas à me lasser, c'est pas le mot. Mais en fait, moi, les mangas, ça me frustre parce que je les lis tellement vite. Je passe 6 mois à les attendre et genre, en une demi-heure, c'est lu. Et du coup, j'ai trop envie d'en avoir plus et j'ai trop envie que l'histoire, elle avance plus à chaque tome. Donc, je commence à être un petit peu... Tu vois, je vois mon intérêt qui baisse pour cette série alors qu'elle est absolument incroyable, que ce soit dans les messages, dans les dessins, dans l'ambiance. Les personnages sont beaucoup trop choux. Donc j'ai déjà hâte d'avoir le prochain tome, évidemment. Puis j'ai lu un livre dont je vous ai déjà parlé moult fois sur ce compte. Il s'agit du Temps des Corbeaux qui m'a été envoyé par l'autrice. C'était hyper cool, c'est bourré d'humour, c'est bourré d'action, de rebondissements, les personnages sont vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture aussi, c'est une belle bricasse, hein, clairement. Et pourtant j'ai pas senti de longueur, genre dès le début j'ai été happée et plus on avance, plus on apprend des choses, il y a des révélations, etc. Vraiment une très très bonne lecture, encore une fois parfaite pour l'automne, donc let's go. Après, si vous voulez le résumer, alors déjà, soit je vous invite à aller sur Google, la booktubeuse en carton qui renvoie les gens vers Google. Ou alors, je vous invite aussi à voir mes anciennes vidéos puisque j'en parle dans mes recommandations de livres pour l'automne, je crois. Et peut-être même aussi dans mon tag sur Halloween. Voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai enchaîné avec Atlas Six qui me vendait trop du rêve parce que déjà cette couverture est sublime. Ensuite le résumé m'envoyait trop des bonnes vibes puisque le résumé dit secret, trahison, séduction... Je le refais. Le résumé dit secret, trahison... Mais j'arrive plus à parler, wesh. Secret, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. Et en gros, on nous dit que une fois par décennie, il y a 6 magiciens parmi les plus puissants du monde qui sont appelés dans la société du coup alexandrienne. Ils ont 1 an de formation, on leur dit qu'à la fin de l'année, ils sont 6 et en fait, il n'en restera plus que 5. Sachant que chaque magicien qui a été recruté a une personnalité assez forte ou alors des ambitions assez fortes ou des motivations secrètes de rester dans la société, je m'attendais à un truc style limite à la Hunger Games, tu vois, genre en mode on va se battre pour gagner notre place, etc. avec des alliances, des trahisons, tout ça. Il y a un peu de ça, dans l'ambiance, il y a un peu de ça. Par contre, c'est très lent. Vraiment très lent. Alors, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé, hein, c'était une bonne lecture, mais je pense qu'il faut être prévenu quand tu commences. C'est lent, c'est assez contemplatif, c'est très pointu même au niveau des sujets qui sont abordés parce que ça parle de science, mais à un niveau quand même assez élevé. Je m'attendais pas du tout à ça. Il n'empêche que les personnages sont attachants, enfin pas tous. Oh, ceux qui sont pas attachants sont intéressants au moins. Et que c'est hyper original, mais par contre, voilà, ne vous attendez pas à Hunger Games en version sorcier quoi. C'est pas tout à fait la même ambiance et le même rythme. Mais c'était plutôt chouette et j'ai quand même hâte de lire la suite. Après, vu qu'on était mi-octobre, je me suis dit let's go pour lire ma première romance de Noël, parce que je suis comme ça, moi. Et du coup, j'ai lu le dernier livre de Karen Pond qui s'appelle Embarquement immédiat pour Noël. C'est l'histoire de 2 sœurs. Alors, une qui adore Noël, elle vit que pour ça. Elle aime le froid, elle aime la neige, elle aime les chocolats chauds, tout ça. Et l'autre, qui est donc sa jumelle, elle est pas trop dans le même délire. Elle préférait passer Noël tranquille sur une plage de sable blanc, avec le soleil, les cocotiers, tu connais. Pour leur anniversaire, qui est donc début décembre, leurs parents décident de leur offrir un billet d'avion à chacune pour partir chacune dans leur destination de rêve pour passer Noël où elles souhaitent vraiment, c'est-à-dire au froid pour l'une et au chaud pour l'autre.
Sauf que, petit mix-up au niveau de l'agence de voyage, et évidemment celle qui adore le chaud va partir au froid, celle qui adore le froid va partir au chaud. Imaginez qu'elles n'ont pas du tout les bagages prévus pour, c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire, enfin bref, vous imaginez un petit peu la panique à bord. J'ai trouvé ça hyper original comme concept, c'était hyper drôle bien sûr, c'est toujours avec Karen Ponte, c'était bien écrit, c'était attachant, bref c'était une jolie histoire qui donne envie de voyager, que ce soit d'aller se perdre au fin fond de la Finlande ou d'aller brûler au soleil sur une plage de sable blanc, franchement ça donnait trop envie de partir. Après je vous avoue que moi en ce moment il m'en faut pas beaucoup pour me donner envie de partir, je suis à ça de tout plaquer, prendre ma valise, même pas mon sac à dos. Après, vu l'état de mon compte en banque, étant donné que j'arrête pas d'acheter des livres, j'irai pas loin. Mais bon, c'est pour le geste quoi. J'ai enchaîné avec Furia qui m'a été envoyée par les éditions Slalom. C'est l'histoire de Camilla qui vit en Argentine. Elle adore le foot, elle est passionnée par ça, elle est très très douée pour le foot. Sauf que sa famille lui dit tu es une fille, tu ne peux pas faire de sport. Enfin bref. Grosso modo, c'est ça le postulat de base. Après, il y a aussi une histoire de son crush d'enfance qui revient, qui lui est un joueur de foot professionnel. Est-ce qu'elle va accepter de revenir avec lui? Est-ce qu'elle va poursuivre son rêve? Il y a plein de questions comme ça qui sont posées, mais du coup, ça parle de passion, de féminisme, d'émancipation des femmes de manière générale. Franchement, c'était un roman qui était vraiment chouette. Un petit peu lent parfois, pour bien poser les bases un peu de la situation en Argentine, mais aussi de la famille de Camilla. J'allais l'appeler Furia parce que Furia, c'est son surnom quand elle est en train de jouer au foot. Mais c'était un roman plutôt chouette, vraiment j'ai beaucoup aimé et encore une fois c'est le genre de roman hyper inspirant que t'as vraiment envie de mettre dans les mains des adolescentes parce que t'as envie de leur dire mais go, tu veux faire du foot, fais du foot, tu veux devenir catcheuse professionnelle, mais go girl. Et à l'inverse, je me dis aussi, parce que moi je sais que je l'ai conseillé à un jeune garçon, je me dis aussi que c'est trop bien que les garçons puissent lire ce genre de livre parce que du coup ça leur montre que bah ouais mais si les filles elles peuvent faire du foot, peut-être que moi je peux faire de la danse classique, mais oui tu peux, you go boy. Calme-toi Marie, calme-toi. Bref, c'est ce genre de livre qui change en fait, qui casse un petit peu les codes et que je trouve vraiment chouette. Comment je me suis emballée, excusez-moi. Non seulement je me suis emballée, mais en plus je suis tombée dans les clichés de l'extrême. Encore une fois, pardon. Retour aux romances de Noël après ça, puisque j'ai lu I'll Be Home for Christmas qui m'a été envoyé par l'autrice. J'ai adoré la couverture, déjà c'est ça qui m'a poussée à dire oui je veux la lire. En plus petite romance de Noël et je l'ai trouvé vraiment vraiment beau. C'est l'histoire de deux sœurs encore une fois, une qui pareil déteste Noël. Elle a eu une petite expérience traumatisante, du coup elle veut plus en entendre parler. Et à l'inverse, sa sœur aînée ne vit que pour Noël, genre le 1er décembre, elle est en mode full Christmas, on ne l'arrête plus, elle fait tout, tu sais, vous savez, tous les trucs qu'on voit dans les téléfilms, elle le fait, elle coche les cases, etc. Sauf que cette année, ça se passe pas comme prévu puisque son mari se casse la jambe, elle a des problèmes avec sa fille aînée, enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'elle n'a pas la tête à s'occuper de tout ça, elle ne peut pas y arriver. Donc elle va demander l'aide à sa sœur qui progressivement va être obligée de changer un petit peu son avis sur Noël. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était hyper bien écrit. C'était très original aussi. C'était pas forcément de la romance. J'ai dit romance de Noël au début, mais en fait c'est plus un roman de Noël. Parce que c'est pas centré sur l'histoire d'amour vraiment. C'est plus centré sur l'esprit de famille, sur l'amour familial, sur les traditions de Noël, sur ce que ça peut nous apporter. Et vraiment c'était une très très belle lecture. Sachant que c'est un livre auto-édité, je crois qu'en papier on ne peut pas le trouver partout. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la page Instagram de l'autrice dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Je crois que la version papier est disponible sur Amazon, mais que la version numérique, donc celle que j'ai eue moi, est disponible sur plein de plateformes différentes. Donc je vous laisserai aller voir ça, mais en tout cas, c'était une très très bonne lecture. Ensuite, j'avais envie de lire un autre roman d'Emma Green, puisque le roman La vie en vrai dont je vous ai parlé au début de la vidéo est un peu un tome compagnon des autres romans des autrices. Je m'explique. Dans La vie en vrai, on suit Louve qui est la fille d'un couple d'un autre roman d'Emma Green. Et Louve est aussi la nièce d'un couple d'un autre roman d'Emma Green. Moi j'avais trop envie de lire pas le livre sur les parents de Louve, même si j'aimerais bien le lire aussi, mais j'avais trop envie de retrouver la tante de Louve parce que elle est incroyable. Elle s'appelle Willa et je l'ai trouvée trop cool dans La vie en vrai. Donc j'avais envie de lire son histoire et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc Willa c'est une mannequin actrice trop belle. Elle est comme on dit aujourd'hui, plus size. Et sauf que du coup, à cause de ça, elle s'en prend plein la gueule. Et elle fait aussi un petit peu des boulettes à droite à gauche. Elle a un peu le sang chaud, on va dire. Pour être sûr que ça ne lui porte pas préjudice, on va lui envoyer un avocat qui va un peu surveiller tous ses faits et gestes. C'est un petit peu chaotique entre eux au début. Et puis, vous-même, vous savez. Là aussi, c'est bourré de beaux messages. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Ils tombent pas dans le cliché. C'est une belle romance. C'est une histoire hyper inspirante. Donc vraiment,
j'ai kiffé. Suite à ça, j'ai attaqué le précieux, le fameux, le tant attendu, La vie invisible d'Adi Larue. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir la version collector qui est absolument sublime. Attendez, je voulais vous montrer mais... Ouah. Calme-toi Marie. Je vous en avais déjà parlé du coup dans mes précédentes vidéos, mais j'avais très peur d'attaquer ce livre. J'avais très hâte, mais très peur, puisque j'ai l'impression que ça passe ou ça casse, tu l'aimes ou tu le détestes, et moi j'avais vraiment envie de l'aimer, et en même temps je me disais, j'avais quand même des attentes assez hautes, puisqu'on m'en parlait depuis très longtemps, donc des fois quand on met la barre là, bah forcément t'es déçu, donc bref, j'étais un petit peu anxieuse à l'idée de l'attaquer, mais je savais que je pouvais pas passer à côté, puisque tout le monde m'en dit soit du bien, soit du moins bien, mais bref, tout le monde en parle. Et il se trouve que j'ai adoré. Je comprends pourquoi ça peut ne pas plaire à certaines personnes parce que c'est extrêmement lent, c'est très lent, c'est très contemplatif, c'est un style d'écriture particulier qui est très beau, ça c'est sûr, mais il faut accrocher je pense. Après moi j'ai adoré, parce que j'ai adoré les personnages, parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont l'histoire était construite, ça m'a vraiment tenu en haleine. C'est vrai qu'il faut quand même attendre 200 pages pour que tu commences à arrêter en fait de planter le décor. Donc ça peut faire beaucoup, on est d'accord. Mais moi j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé Adi, j'ai kiffé Henri, j'ai kiffé Luc. Vraiment, tous les personnages pour moi sont intéressants. Tous les personnages ont leur place, ils sont bien créés, ils sont bien développés. Pour moi c'est une pépite. Ça a été un coup de cœur. Donc encore une fois, je comprends que certains d'entre vous n'aient pas du tout accroché. J'ai adoré et du coup ça m'a donné envie de lire tous les autres romans de V.E. Schwab, puisque jusqu'à présent je n'ai lu que le premier de Shade of Magic de cette autrice. Les autres, je sais pas si vous allez les voir ici, non peut-être plus par là pardon. Les autres sont dans ma palle, donc il faut que j'enchaîne avec d'autres livres de l'autrice, mais du coup comme j'en avais un autre dans ma pile à lire, je me suis dit let's go. J'ai enchaîné La vie invisible d'Adi Larue par 10 Savage Song. C'est le dernier roman de l'autrice sorti aux éditions Lumen et du coup j'avais trop hâte de lire aussi. En plus pareil, il est vraiment beau, regardez. Waouh. Waouh. Bref. Là, c'est l'histoire de Verity City où, à la suite d'un étrange phénomène, chaque acte de violence crée un monstre. Il y a différents types de monstres, surtout il y a la ville qui est divisée en deux parties avec ceux qui essayent de collaborer avec les monstres, ceux qui butent tous les monstres qui croisent. Excusez-moi, j'ai essayé de le formuler différemment, mais c'est pas trop possible. Et c'est surtout l'histoire de deux personnages qui vivent dans deux camps opposés, qui vont peut-être pas, qui sait, devoir s'allier. C'est l'histoire d'Auguste et de Kate, c'est l'histoire d'une cohabitation forcée, c'est l'histoire de monstres qui veulent passer pour des humains, d'humains qui agissent comme des monstres. Encore une fois, c'est hyper bien écrit et c'est très original. Genre vraiment, il y a plein de petites touches. Déjà, le principe de base de quand tu commets un acte cruel ou violent, ça crée un monstre. Déjà, ça, c'est hyper cool. Enfin, c'est hyper cool. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est hyper original. Pour moi, en tout cas, c'est hyper original. Mais en plus de ça, l'autrice, elle a vraiment créé un monde particulier avec différents types de monstres, avec une histoire de péché à expier, de musique, de famille. Il y a plein d'histoires de famille. Franchement, c'est hyper cool. J'ai un petit peu moins aimé que Adi Larue, parce que je pense que Adi Larue, c'est un ovni en fait, le truc. Là, j'ai quand même beaucoup aimé. Ça a été une excellente lecture. Je me rends compte que je vous ai pas fait de résumé à la Marie, c'est-à-dire très nul, de La vie invisible d'Adi Larue, mais j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos et je pense que vous le connaissez parce que en général tout le monde me dit j'ai adoré, j'ai détesté, mais personne me dit tiens je connaissais pas. Donc je me dis qu'on va essayer de gagner du temps sur cette vidéo déjà beaucoup trop longue. Voilà, pas de résumé pour Adi Larue, mais encore une fois Google ou les anciennes vidéos, enfin tu connais. Et pour terminer le mois, je suis en train de lire Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee qui m'a été envoyée par les éditions Young Novel. C'est l'histoire, alors j'ai à peine commencé pour vous dire vrai, donc mon résumé va être... Mais c'est l'histoire des communautés nippo-américaines aux États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor dans les années 1940. C'est justement toute la discrimination qu'on a pu faire à leur rencontre. Je dis discrimination, mais c'est beaucoup plus violent que ça, puisqu'en fait, certains ont été forcés de quitter leur famille et leur maison pour être envoyés dans des camps d'internement parce que y avait la méfiance envers les Japonais après Pearl Harbor. Enfin bref, c'est absolument horrible. Pour le moment, j'aime beaucoup le style d'écriture et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est le genre de lecture qui te... tu vois, qui te bouleverse, mais qui est nécessaire et je pense qu'il est très intéressante à lire, donc j'ai hâte d'en lire plus. En plus, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Je sais pas pourquoi, enfin, je dirais elle est belle, mais j'ai craqué dessus direct. Et j'avais déjà lu des romans de cette autrice, j'avais lu les 2 premiers de La Lectrice, j'ai jamais lu la suite d'ailleurs. Pareil, il est dans ma palle depuis, ça va faire 6 ans. Mais du coup, j'avais déjà beaucoup aimé le style de l'autrice, donc je suis contente de pouvoir le retrouver dans ce livre-là.
Voilà, voilà. Et là, si vous êtes en train de compter, ça m'étonnerait, mais si vous êtes en train de compter, vous vous dites ouais, mais Marie, t'avais dit 22, il en manque, etc., etc. C'est parce que du coup, je suis aussi lectrice pour une maison d'édition et du coup, j'ai lu des manuscrits pour une maison d'édition. Voilà, je vais pas vous en parler plus que ça, mais j'ai eu des très bonnes comme des très mauvaises lectures. J'exagère, très mauvaise lecture. Il y en a une que j'ai pas trop kiffé, mais bref. Voilà, voilà. On arrive donc à ce petit bilan, ce gros bilan. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu certains, s'il y en a d'autres que vous avez pas du tout aimé. Bref, à me faire votre petit retour. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!